Merci Hassen, merci Diane. On est quand même ravis de voir qu'en fait, on a plein de nouvelles molécules à venir, qu'on a quand même des pourcentages de rémission qui sont extraordinaires. Après, on n'est peut-être pas tous courageux pour pour parler du mot de guérison. On a toujours un petit peu cette inquiétude. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Alors moi, j'ai juste une question. On voit effectivement l'avènement de toutes ces thérapies ciblées qui arrivent bas grade, haut grade. Est-ce qu'on commence déjà à avoir quelques idées et quelques notions sur des mutations qui apparaissent avec ces nouvelles thérapeutiques ? Ça, c'est la première question. Et après, la deuxième question, c'est qu'on se rend compte justement avec ces nouvelles molécules qu'on est maintenant avec des traitements oraux. Est-ce qu'il y a des questions comment est-ce qu'on peut réussir à suivre les patients par rapport à l'observance, par rapport à la compliance, par rapport aux interactions qu'on peut avoir avec toutes les molécules autres que prennent les patients? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour aider ces prises en charge? Alors, pour la première question, est-ce qu'il y a des nouvelles mutations qui apparaissent après ces traitements-là? Je ne sais pas. Clairement, non. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a déjà identifié des profils évolutifs. Et donc, ça, c'est un énorme progrès, puisque maintenant, on va mieux distinguer ces patients à risque et probablement peut-être leur proposer des essais plus précocement et surtout lorsqu'ils vont rechuter, on va savoir peut-être un peu mieux quoi faire et mieux sélectionner les patients qui vont pouvoir aller vers une greffe ou pas. Donc après, les nouvelles mutations, ça je pense que c'est peut-être encore trop tôt pour savoir. Après la prise en charge de toutes ces thérapies orales, c'est sûr que ça va devenir très compliqué parce que même si c'est du chémo-free et même si on se dit pas de chimiothérapie, c'est quand même pas anodin. Il y a quand même des effets secondaires qui existent, et que ce soit de la toxicité hématologique, des risques hémorragiques, des risques de pneumopathie, la cytotoxicité hépatique, etc. Ça fait que c'est des patients qu'il faut voir souvent, donc tous les mois, clairement. C'est impossible de renouveler un traitement paridélalisib ou paribrutinib sans revoir le patient au moins une fois par mois. Donc ça va multiplier par 3 le nombre de patients vus en consultation, ça c'est certain. Donc ce qui se met en place un peu, c'est, en tout cas notamment à l'Institut, c'est qu'on a un infirmier coordinateur qui va nous aider à prendre en charge ces patients, puisqu'il va les appeler chez eux, vérifier leur bilan. Donc du coup, ça nous soulage un petit peu. Et après, en même temps, c'est aussi pour les patients la possibilité d'avoir un contact peut-être plus facilement joignable qu'un médecin à l'hôpital. Probablement qu'il va falloir aussi créer des consultations spécifiques et dédiées à ces nouveaux médicaments, mais bon, tout ça, ça demande de l'organisation. Je crois qu'on va être obligé d'y arriver. C'est vrai qu'ici, il y a aussi un projet de mise en place de ces appels téléphoniques pour assurer un suivi par rapport à ces molécules. Une question. Je voudrais poser une question sur le lymphome indolent folliculaire. En médecine générale, on a souvent, de plus en plus, le réflexe de faire des scanners thoraco-abdominaux pelviens. On les fait largue à main nue, beaucoup plus qu'il y a 5 ou 6 ans. Ne va-t-on pas voir un nombre important d'incidents à l'homme, puisque souvent on ne les traite pas de ces cancers bas grade, parce qu'on aura vu une image au niveau du médiastin, au niveau de la mésentérique, etc. Ça risque pas d'exploser, mais on risque d'en voir de plus en plus. La recommandation à l'heure actuelle de la prise en charge du lymphome folliculaire lorsqu'on l'a diagnostiqué, si c'est un lymphome de faible masse tumorale tel que l'a décrit Hassen Fezoui, donc des ganglions tout petits, une biologie normale, pas de signes généraux, etc., la recommandation de surveillance, elle est clinique avant tout. Donc c'est un examen clinique tous les 3 mois ou tous les 6 mois, comme on veut. Et par contre, la répétition des scanners, c'est tous les 2 à 3 ans. Il n'y a pas de raison, s'il n'y a rien qui se passe cliniquement, de faire des scanners tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Voilà. Et juste pour rajouter une chose, c'est que généralement, lorsqu'on fait un diagnostic d'un lymphome folliculaire sur une biopsie ganglionnaire, tout ça, le patient est adressé à un hématologue qui, normalement, donne donc le suivi et l'encadrement du patient. Et je suis tout à fait d'accord avec Diane qu'un patient qui a un lymphome de faible grade, quelques ganglions, c'est inutile de répéter les scanners parce qu'il y a un risque sur le rein avec des injections de produits de contraste, etc.
Mais pour revenir à la question des mutations avec ces nouveaux traitements, effectivement, c'est trop tôt pour en parler. On prend juste l'exemple des ITK dans les LMC, où on s'est rendu compte au fil du temps qu'il y a des mutations qui apparaissent. On pourrait éventuellement imaginer la même chose dans les lymphomes, mais c'est un peu trop tôt pour en parler, c'est tout récent. Une autre question. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué l'allogreffe et notamment le critère de l'âge, qui s'arrête à 70 ans. Alors, pour ma part, je trouve que c'est quand même un critère qui est assez péjoratif dans la mesure où on a quand même des patients qui, au-delà de 70 ans, sont en bon état général. Donc, est-ce que vous pensez que vous l'avez dit, ça avait déjà évolué? Est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourra peut-être abandonner ce critère d'âge? Alors, l'allogreffe, ça reste un traitement qui va être réservé pour les patients qui ont le plus mauvais pronostic possible et imaginable, on va dire. Dans les lymphomes agressifs, c'est vraiment ceux qui ont ces profils évolutifs ABC, etc., double hit, où il n'y a rien qui marche, en fait, en gros. Dans les lymphomes folliculaires, ça va être réservé aux patients qui vont avoir rechuté plusieurs fois et qui vont répondre pas trop bien au traitement. Et c'est vrai que depuis maintenant une dizaine d'années, il y a le développement de ces mini-conditionnements qui sont en fait des conditionnements qui sont liés à l'immunosuppression et pas à la myéloablation. Ça veut dire que c'est pas de la chimiothérapie toxique où les gens vont rester en aplasie 6 mois à l'hôpital. Ils vont rester là en gros 3 semaines et ils vont surtout avoir des immunosuppresseurs pour que l'effet allogénique marche. Alors, est-ce qu'on va abandonner les critères d'âge? Je pense qu'il y a un moment, il faut on ne peut pas aller plus loin. Les patients qui ont 70 ans et qui sont greffés, c'est des patients qui sont un champion olympique, on va dire. Ils sont tous en pleine forme, ils sont vraiment super. Mais par contre, l'idée, ça va être peut-être qu'avec ces nouveaux médicaments qui arrivent, on va peut-être avoir la possibilité d'abandonner l'allogreffe. Et ça, ce serait peut-être quelque chose de très sympa parce que, au final, même si ça marche bien, c'est quand même pas rien. Enfin, une greffe allogénique, c'est plein de toxicité. Il y a une mortalité qui est liée au traitement qu'on ne peut pas négliger non plus. Et donc, peut-être que dans les 15 ans qui viennent, en utilisant ces nouvelles molécules, et bien les patients qui seront greffés seront encore moins nombreux et ce sera encore plus rétréci. C'est ça, je ne suis même pas sûre qu'on ait à attendre 15 ans parce qu'on évolue très très vite. Écoutez, je pense qu'on va finir la session hémato. On remercie Diane, on remercie Hassen pour leur présentation. Et on passe à la session suivante qui est la session d'imagerie.